Bienvenue dans le journal de Cannes de Télérama. 1, 2, 3. Bonjour à tous, aujourd'hui un peu de pluie, mais c'est pas grave parce que le cinéma c'est dans les salles. Alors on parle de Little Joe, de l'Autrichienne Jessica Hausner qui est en compétition. On aura un entretien avec Fishback, la musicienne et actrice de la série Vernon Subutex qui vient faire la DJ à Cannes. Pierre Lescure nous racontera les fameuses années Canal, du ton Les Guignols, Les Nulle part ailleurs, Enflammer la Croisette. Et enfin on s'intéressera à l'action du collectif 50-50 qui œuvre pour plus de diversité devant et derrière la caméra. Hi, Little Joe. Little Joe de l'Autrichienne Jessica Hausner, une réalisatrice qui est déjà une habituée du festival puisqu'elle est venue à plusieurs reprises à Un certain regard et elle a été membre de plusieurs jurys. Mais c'est la première fois qu'elle est en compétition, la compétition des grands. Le film de Jessica Hausner pourrait être vu comme un énième remake du film de science-fiction L'invasion des profanateurs de sépultures, où une sorte de Prozac remplacerait les extraterrestres qui ont pris possession des humains. Et franchement, on a perdu au change. L'héroïne de Little Joe est une chercheuse en génétique spécialisée dans les plantes qui a mis au point une plante un peu miracle qui a le pouvoir de dégager un parfum très agréable et surtout de rendre heureux son propriétaire à condition qu'on lui parle gentiment et qu'on s'en occupe très bien. C'est un film formaliste et creux en fait, qui tire à l'envi des métaphores un peu vaines sur les dangers de la manipulation génétique, sur la difficulté d'être une mère qui travaille, sur les dérives du bonheur imposé. L'esthétique sophistiquée du film finit par figer le jeu des acteurs. Emily Bickham est parfois très touchante, mais manque un peu de profondeur dans son interprétation, tout comme Ben Whishaw, qu'on avait beaucoup aimé dans Skyfall et des autres films de James Bond dans le rôle de Q, qui ici est toujours un petit peu détaché, un petit peu en dehors du film. Seul le jeune comédien qui interprète le fils de l'héroïne apporte un peu d'émotion à ce film, malheureusement trop froid. La seule réussite de ce film est sa bande-son, qui est un mélange assez surprenant des musiques de l'artiste japonais Meiji Ito et de cris d'animaux et d'êtres humains aussi. Et cette bande-son à elle seule crée le petit malaise qu'on ressent dans le film. Votre dernière série, binge-watché. J'arrive jamais à dire ce mot. Binge-watché. On a regardé tout d'un coup. Je crois que ça a dû être Vernon Subutex, parce que je binge-watch pas. J'essaie de me garder des petits plaisirs. Et sinon, ça a pu être Maniac aussi, avec Jonah Hill, que j'ai trouvé super comme série. Le meilleur clip de tous les temps. Eh bien, là, je vais citer un clip tout récent de mes amis Black Bones, qui viennent de sortir un clip absolument hallucinant en plateau années 70, complètement fou, avec une mise en scène de dingue et un morceau incroyable. Il faut aller le découvrir absolument. Un morceau qui a enflammé le dance floor du Silencio. Il y en a eu tellement. Je crois que Lemon de Bachar Mar Khalifa, ça marche à chaque fois. C'est incroyable ce morceau, comment il fédère, comment les gens d'un coup se réveillent, frappent dans leurs mains, dansent ensemble. Et dansent ensemble surtout, c'est ça qui est bien. Ils dansent pas devant le DJ, ils dansent avec la musique, avec les autres. Un film qui a marqué votre enfance. Je crois que c'était L'Histoire sans fin. Je me retrouvais vachement là-dedans. Alors je l'ai rematé l'autre jour et la musique est Giorgio Moroder. Ça je me rappelais même plus. Et par contre, qu'est-ce que ça a mal vieilli. C'est terrible. Mais bon après j'aime, c'est au fond de moi, c'est une Madeleine, donc on adore. Une chanson de Vernon Subutex qui vous reste en tête. Ah bah c'est Kim Wilde, Cambodia, évidemment.
Et dans la série, elle est utilisée dans une scène où la hyène et Anaïs viennent enfin de se rapprocher. Et elles se sentent, elles repartent de Barcelone, elles marchent toutes les trois avec Aïcha vers leur destin, vers leur futur, sans trop savoir ce qui va se passer. Et il y a cette chanson-là qui marche du feu de Dieu, je crois. Un biopic musical pas encore tourné que vous aimeriez voir. Oh, j'ai du mal avec les biopics. Vous allez dire que je fais que râler, hein. Mais j'ai du mal avec les biopics parce que j'ai vu Bohemian Rhapsody là. Voilà. En fait, j'ai pas envie de savoir la vie des gens, je crois. Je crois que je fais partie de ceux qui aiment l'œuvre et qui veulent pas trop savoir ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, même si évidemment ça justifie des choses pour l'art. Je pense que prendre l'œuvre pour ce qu'elle est et laisser la paix à un artiste qui est mort, c'est cool en fait. Foutons la paix aux gens. Je me souviens que quand on a signé les accords avec Gilles Jacob pour que Canal vienne faire en direct Nulle part ailleurs sur La Croisette, dans la première année, les 2 premières années, Gilles était un peu soucieux et fronçait un peu les sourcils parce qu'on faisait quand même beaucoup de bruit. Et à l'autre bout de La Croisette, en face du Martinez, c'est vrai que le Barnum de Canal, qui est allé grandissant pendant 2-3 ans, faisait presque du bruit et perturbait les montées de marche de l'après-midi ou du début de soirée. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça manque un peu, parce que ça animait effectivement l'ensemble de La Croisette et ça apportait une espèce d'attraction populaire de qualité qui faisait du bien au festival et qui faisait plaisir à tout le monde. Mais il y avait dès 15 h le début des répétitions sur ce grand plateau de Nulle part ailleurs en face du Martinez. Donc il y avait les répétitions des sketchs, les répétitions des guignols, les répétitions des musicaux. Donc vous imaginez l'attraction que c'était. Et ça donnait une vie tout au long de la journée sur La Croisette et je pense que ça faisait énormément de bien. Mais il n'y avait pas que ça. On avait monté ce qu'on appelait le patio, qui existe encore mais qui n'a plus tout à fait la même fonction, qui finalement était un peu le rendez-vous professionnel, Canal représentant 25% du financement du cinéma français, à l'époque et encore aujourd'hui. Donc il y avait énormément de rendez-vous professionnels dans ce patio qui avait été installé. Et puis il y avait le Jimmy's, qui était une boîte qui était près du Grès d'Albion, juste à côté. Et là, il y avait Toucan. Toucan était invité au Jimmy's, Canal régalait tous les soirs. Vous aviez aussi bien De Niro que Sharon Stone qui allait danser avec De Greff. Donc ça a donné des sketchs à n'en plus finir au Guignol, parce qu'on disait beaucoup qu'Alain De Greff, qui était le patron des programmes et mon meilleur ami de toujours, que De Greff finalisait finalement sa grille de la rentrée pendant la quinzaine de Cannes. Et c'était toujours, alors De Greff prépare, et puis on voyait De Greff qui dansait toujours sur la même musique un peu disco 90 avec Sharon Stone. Comment Alain De Greff prépare-t-il la prochaine saison de Nulle part ailleurs? Eh bien exactement comme l'année dernière, regardez. On se souvient de l'événement féministe du Festival de Cannes 2018, la montée des marches de 82 femmes de cinéma, réalisatrices, productrices, directrices de casting, qui appelaient l'industrie à plus d'égalité salariale. Alors hier sur La Croisette, c'était moins la parité que la diversité qui était en question. Parce que si le Festival de Cannes 2019 a sélectionné 2 cinéastes noirs, Lajli pour Les Misérables et Mati Diop pour Atlantique, il y a encore du boulot. Et c'était le constat partagé lors de la table ronde qui s'est tenue hier, organisée par le collectif 50-50. Son thème, l'Inclusion Rider, décryptage d'une invention américaine à adapter d'urgence en France. C'est l'actrice Frances McDormand, actrice oscarisée pour The Three Billboards, qui pour la première fois relaya ce concept élaboré par l'universitaire américaine Stacey L. Smith. If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer, the composers, the songwriters, the designers. Come on.
Alors aux États-Unis, où la clause commence timidement à se pratiquer, elle permet à des acteurs et des actrices de premier plan d'inclure dans leur contrat un pourcentage de diversité derrière ou devant la caméra, au casting ou à l'équipe technique. Mais comment adapter cette clause en France, où privilégier des personnes en fonction de leurs différences est illégal? Il faut changer les mentalités avant la loi. Alors, ça peut passer par des incitations financières aux producteurs, leur dire et redire qu'au cinéma, la diversité paie, voir les succès des invisibles. Audrey, là, elle ment, et c'est pas grave. On peut aussi imaginer des annonces de casting qui spécifieraient toutes origines bienvenues, afin que les acteurs et les actrices issus de la diversité puissent se projeter dans les rôles. C'est finalement la réalisatrice Alice Diop qui aura le mot de la fin, avec cette phrase puissante: il faut faire prendre conscience qu'un corps noir peut représenter l'universel.